Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Nicolas, coucou. Ça va? Bonjour. Ouais. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais, et toi? Ouais, super. C'était bien terminé hier? Tôt, forcément. Ah ouais. Mais j'étais surpris du nombre de gens en terrasse après 9h en fait. Ouais. Je me suis dit, Je pense que rester un On petit est en peu. France. Ouais. Pas au Japon. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Lefeuvre, artiste plasticien. Nicolas, bonjour. Bonjour Sophie. On dit de votre œuvre qu'elle est une invitation à des voyages imaginaires. Nous allons vous écouter raconter votre imaginaire, quelles sont les histoires, les récits qui ont nourri votre vie, votre trajectoire. Je ne sais pas si je commence par le début ou si je me laisse guider de manière aléatoire. J'ai depuis toujours eu une quête de la lumière et essayé de chercher la lumière. Et la lumière dans ce que je fais, dans mon travail, a une place vraiment importante. Et elle a jalonné en fait plusieurs histoires tout au long de ma vie. La première est celle de mon mariage. Je vais commencer avec cette histoire. On est en Normandie, un beau week-end de l'année 2000. Et je sors de l'église où je me suis marié. Et nous quittons l'église et je me suis retrouvé derrière l'église et le voile de ma femme s'est pris dans la roue de la voiture dans laquelle nous étions. Elle s'est retrouvée par terre, inconsciente, et je suis allé à côté d'elle et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, je sens la lumière ». Donc j'ai eu une première histoire dans les années 2000 assez incroyable qui m'a amené cette lumière, enfin qui est venue de mon épouse, et qui m'a amené des images dans la tête. Donc c'est assez intéressant parce que je vis des expériences, j'essaye de garder beaucoup de choses dans la tête, je les photographie pas beaucoup, je garde ces moments. Et ce premier que je viens de vous raconter en était un. Donc quand j'ai vécu ce moment qui était assez intense en fait, j'ai vu la lumière qu'elle pouvait voir. Alors forcément j'ai eu un sentiment de peur parce que quand on raconte, je vois la lumière au bout du tunnel. On se dit non, reste. Et en fait, il y a une transposition d'esprit, je sais pas, j'ai eu cette lumière et j'ai gardé des images de ce moment quand j'étais à genoux au pied de ma femme. Et je rebondis encore une fois sur quand vous parliez de voyage tout à l'heure, je la retrouve cette lumière dans mes voyages. Et elle est très importante parce que je garde de ces voyages des moments. Et ces moments, en fait, ont graphiquement dans mon esprit une lumière que j'essaye de retranscrire aujourd'hui dans le travail que je fais. Et dans les histoires qu'on a pu vous raconter, les histoires que vous avez pu entendre, les récits que vous avez pu lire, quelles sont les histoires qui vous ont nourri aussi, qui ont nourri cet imaginaire déjà chercheur de lumière? Oui, non, j'ai un livre de chevet en fait que je garde souvent, que j'ai lu en entier, mais j'aime bien relire des passages parfois. Et pour moi, ça a été un révélateur. Et j'ai connu ce livre avant d'aller au Japon. C'est L'éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki. Et ce livre m'a éclairé, c'est le cas de le dire, mais m'a ouvert l'esprit sur le rapport de la lumière dans l'habitat, par exemple, dans le sacré, dans des rites de tous les jours. Et c'est drôle parce que quelques années plus tard, il y a une autre histoire parallèle à ce livre, elles se rejoignent. C'est un film qui est à la verticale de l'été de Tran Anh Muang, qui avait fait L'odeur de la papaye verte quelques années plus tôt. Et l'histoire de ce film, sa lenteur, l'histoire de ce frère et sa sœur qui habitent dans une maison, qui passent un été, il n'y a pas d'action, il y a juste un rituel de tous les jours, mais il y a une lumière dans ce film qui raconte l'histoire. En fait, je pense que les acteurs sont là, je vais pas dire sont secondaires, mais à chaque fois qu'on les suit,
On regarde plus peut-être les contre-jours qu'il y a dans ces maisons. Et c'est la lumière qui raconte l'histoire. C'est la lumière qui jalonne la journée. C'est la jeune fille qu'on voit dans un coin qui entend une conversation. On ne voit qu'une moitié de visage. Il n'y a pas besoin de parole en fait. Et je trouve ça assez incroyable d'écouter la lumière. J'aime bien cette expression. Et du coup, en quoi ces histoires de lumière influencent aujourd'hui votre travail d'artiste, votre trajectoire ? Bien, j'ai eu quelques événements assez importants tout au long de ces dernières années, que ce soit le tremblement de terre et Fukushima au Japon, ma fille que j'ai eu du mal à récupérer pendant cet événement, un grave accident de bateau en Malaisie aussi, je les ai cumulés, j'ai eu une espèce d'abonnement à des choses, mais je me suis dit, je suis là, c'est plutôt positif, et ça m'a rempli d'énergie, mais d'une énergie sereine et calme, et en fait ça m'a incité à la contemplation, et à la pleine conscience, et ralentir un petit peu, surtout dans un monde où justement il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup d'histoires, difficile d'identifier celles qu'on aime ou pas. Et je me suis posé un peu. Pour revenir sur ce que je fais aujourd'hui, sur les peintures et les encres que je fais, ce sont des instants, et pour mémoriser et photographier mentalement ces instants, il faut se poser, il faut contempler. Il faut attendre que la lumière change, et c'est exactement ce que ces histoires de l'éloge de l'ombre et de À la verticale de l'été m'ont apporté, c'est-à-dire une lenteur, un apaisement et une quête de la lumière, encore une fois, que j'essaye de travailler ou de fabriquer avec l'encre. J'entends la lumière aussi un peu comme un secret, j'entends derrière une atmosphère d'ombre, de secret. Et comme s'il y avait eu un avant et un après aussi, est-ce qu'avant il y a eu des histoires ou des récits qui vous faisaient plus vous précipiter pour le coup, avant qu'il y ait eu cet éloge de la lumière, de la lenteur, de vous poser ? Moi, je suis né à Rennes, dans une ville où on voit encore beaucoup de maisons du Moyen-Âge, à colombage, etc. Donc j'ai lu petit beaucoup d'histoires autour de cela. Et c'était beaucoup d'épopées, de choses en action, de batailles. J'étais pas du tout intéressé par la guerre, j'étais pas du tout par les histoires de guerre, les récits, plus par cette époque médiévale, par l'exploration aussi. Je pense que c'est ce qui m'a apporté ce goût du voyage, mais par des récits soit de Jules Verne. Je me suis plongé, j'avais des beaux ouvrages où il y avait des illustrations aussi sombres justement parce qu'on pense à 20 000 lieues sous les mers, et j'ai un rapport aussi avec la mer, donc ce sont des récits, tout le côté inventif, onirique, aventurier de Jules Verne m'a amené au voyage en fait. D'exploration, exactement. Donc de voyage. De voyage et puis de profondeur. Alors c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu parfois ce côté abyssal dans les encres indigo que je fais. Il y a un côté... justement de descente profonde, d'intérieur, de terre. Je pense que c'est un univers fantastique qui m'a beaucoup influencé dans ce que je fais, dans ce que je suis aujourd'hui, dans ces côtés mystérieux dont vous parliez. C'est drôle parce que quand j'étais petit et que je lisais Jules Verne, pour moi tout de suite il y avait un effet cinématographique qui se mettait en place, et j'avais besoin tout de suite d'une bande son. Et la musique venait aussi créer des histoires. À partir d'une histoire, j'en recréais une autre dans ma tête avec les scènes que je me faisais. J'appliquais une musique. Et à cet âge, j'écoutais pas non plus énormément de musique. En revanche, il y avait beaucoup de musique sacrée chez moi, musique baroque à la maison. Et donc j'ai gardé un amour pour la musique baroque qui vient souvent se poser sur quelques films qu'il y a pu y avoir sur moi à l'atelier, sur mon travail. Parce que, encore une fois, vous parliez d'un côté caché, d'un peu plus sombre. Je pense que c'est encore ces récits-là d'exploration qui m'ont fait parfois dans mon travail travailler les profondeurs, ce que je voulais cacher, ce que je voulais montrer. Et en fait, on rejoint encore l'ombre et la lumière, même à travers ces histoires de Jules Verne. Et de musique sacrée. Et de musique sacrée, parce qu'elle est importante dans mon travail. Il y a justement un moment assez incroyable. C'est la première fois que j'ai entendu le Stabat Mater de Pergolèse, et je l'ai eu avec le récit sous les yeux. Donc je pouvais lire l'histoire en même temps, et c'était rare. Je devais avoir 16 ans, je pense. J'ai eu la chair de poule, et pour moi il y a un morceau qui s'appelle Quando Corpus Moritur dans ce Stabat Mater de Pergolèse qui me hérisse les poils. Encore maintenant. Encore maintenant, mais je pense que je l'ai écouté, une centaine de fois.
Et donc l'histoire mêlée à la musique crée des sensations et déclenche souvent chez moi des plus que des images, des moments. Et c'est ce que je fixe D'accord. dans ce que je fais. Donc ça déclenche des espaces de création. Oui, complètement. Et j'ai besoin de ça pour créer. Donc il n'y a pas d'improvisation. Je ne vais pas arriver devant une page blanche, devant un papier blanc, devant une toile blanche et partir de manière impulsive. Il y a toujours postulat de départ, une intro, un développement, mais comme une histoire, avec un préambule et puis un contexte. Parce que je compare souvent, quand un auteur plante le contexte dans un récit, je le compare aux outils que je prépare et que je pose devant moi pour planter le décor, entre guillemets. Donc même la façon dont je peins, dont j'encre, dont je travaille, pour moi, elle est structurée comme un récit. On pourrait apparenter la manière dont je regarde le monde aujourd'hui à une histoire parallèle de l'histoire du monde. J'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de vivre quelque chose de différent, comme si de me créer une histoire justement pour... c'est peut-être un peu... je sais pas si c'est très courageux, parce que c'est une espèce de fuite, mais cette fuite, elle me permet en même temps de me connaître moi-même. Il y a un vrai travail de réflexion sur moi pour me connaître un peu mieux. Et c'est drôle parce que ça rejoint une des dernières séries sur lesquelles je travaille en ce moment, qui s'appelle Self Archaeology. Donc on retombe encore dans des histoires de profondeur et de redescendre, etc. Mais c'est une série que j'ai faite suite au décès d'une personne que j'aimais beaucoup. Et on s'est retrouvés en famille chez mes grands-parents. Et j'explique à mes enfants que j'avais enterré, quand j'étais petit, des petites malles. Et j'ai un de mes fils qui me dit... viens, il faut absolument les déterrer, les retrouver, je voudrais voir ce qu'il y avait dans ces boîtes, etc. Et je lui ai dit, écoute, non, parce que dans chaque histoire, il y a une part mystérieuse qu'il faut garder. Si on déterre, elle disparaît, cette histoire, et elle n'aura plus lieu d'être. Et donc, je les ai laissés enterrer. Mais ça m'a permis ce moment-là, en famille, dans cette maison, chez mes grands-parents, de faire un peu une art-thérapie et de me raconter des histoires, mais des vraies, les miennes, de les écrire et de les enfermer dans des morceaux de tissu, un peu comme des bibles tibétaines où les pages sont compilées et puis mises entre deux morceaux de bois qui sont parfois recouvertes ou attachées par du tissu. Et j'ai réenterré ces messages dans les toiles après les avoir ancrés et utilisés comme outil d'ancrage. Voilà, donc c'est une petite histoire que je viens de vous dire pour en réécrire et les... Des petits bouts d'histoire que vous pourrez... réouvrir dans quelques... voilà. Le art lover ou le collectionneur a le droit d'ouvrir et de voir ce qui se passe. Et c'est un moyen de lui raconter une histoire parce que il y a des points GPS aussi qui sont un peu mis partout. Donc il y a dans chaque tableau de cette série Self Archaeology, il y a une histoire qui m'est propre, que je révèle un petit peu au départ, mais je laisse possibilité de continuer et de terminer l'histoire lui-même. Et c'est ce que j'aime parce que ça crée une vraie... encore une fois, une histoire lien entre nous deux qui scelle un peu la relation du regardeur et puis du peintre. Oui, en fait, vos tableaux racontent des histoires aussi. Quelles histoires vous avez envie de raconter à travers ces tableaux ? Oui, en fait, vous avez dit quelles histoires avec un S. Donc je pense qu'il y en a plusieurs. En fait, j'ai envie de raconter des histoires pour que les gens se détachent un petit peu du quotidien. Donc ce sont surtout des histoires pour les faire sortir un peu d'eux-mêmes, pour qu'ils se créent l'histoire, que je commence à planter le décor, comme je disais tout à l'heure, et puis de les amener à coudre eux-mêmes une histoire. Après, dans ce que je fais aujourd'hui, dans le travail, c'est surtout mon histoire, des choses que j'ai vécues, des moments que j'ai vécus, des voyages, et c'est de les inciter un peu à retrouver dans un tableau des éléments d'histoire. Donc ça va être... pendant que je regardais et que je contemplais une ville qui s'allume dans l'ouest de la Chine, à côté d'Urumqi, on est presque au Pakistan, et bien qu'à travers une composition, je leur dise, mais regardez, il est 7h du matin, on est à un moment de la journée dans l'ouest de la Chine où c'est intéressant parce que les ombres sont bleues, elles ne sont pas grises, on entend des enfants qui rient à environ 50 mètres, et le bruit
d'une vieille Datsun qui est en train de passer derrière. On entend plein de sons, des klaxons, etc. Il y a des odeurs, des cuisines qui se mettent en route le matin. On avance. J'ai une ville de quelques millions d'habitants qui se réveille. On la voit scintiller. Et j'ai envie de les emmener avec moi, en fait, dans cette histoire. Et ouais, de leur tenir la main, c'est une invitation au voyage, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces voyages, puisque vous êtes un grand voyageur, vous avez vécu dans plein de pays, principalement d'Asie. Quelles histoires, quels récits, quels mouvements vous ont apporté tous ces voyages ? Est-ce qu'il y a des moments particuliers ou des histoires, des légendes de ces pays qui vous ont marqué, qui vous ont imprégné ? Oui, il y a des tribus dans l'ouest de la Chine qui, à l'époque, pour se différencier en fonction des différentes classes, pour raconter justement ces histoires, ces mythes, aller gratter sur les arbres la mousse, aller chercher des pigments naturels pour créer des costumes. Et ce que je trouve incroyable, c'est que la tradition existe toujours aujourd'hui. Et en fait, chaque vêtement, chaque couleur correspond à quand un tissu un petit peu orangé, doré, imite la couleur d'un scarabée qui était considéré comme un insecte protecteur de la tribu. On le retrouve dans les vêtements. Et en fait, les histoires sont racontées par les couleurs, par le vêtement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué là-bas parce que c'est une histoire visuel, donc on se rapproche un peu des grottes de Lascaux, des histoires racontées, des premières BD presque, sans écrit. Donc ça, c'est une histoire qui me marque beaucoup. Comment elle a influencé votre travail, votre création ? Par ce que j'appelle le situationnisme, c'est-à-dire que ces gens là-bas utilisaient des choses qu'ils avaient à côté d'eux, les moyens du bord, entre guillemets, sans parler d'arte povera, mais c'est l'impact que ça a eu sur mon travail. Aujourd'hui, je travaille principalement qu'avec des outils des pays dans lesquels j'ai habité. Donc ça va des chaussures traditionnelles en bois japonaises, les geta, au kimono que je plonge dans l'encre et que je presse, ou à des rouleaux de machines d'imprimerie des années 50 que j'ai trouvés dans une usine abandonnée. Et c'est d'utiliser les choses que j'ai à côté de moi pour travailler, pour retranscrire des histoires naturellement. J'ai pas du tout envie d'aller dans une boutique acheter un tube de gouache, avoir une matière première déjà toute prête. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les pigments aussi. D'accord, c'est de cette histoire, de cette c'est de cette histoire, Chine, oui, complètement. que ça vous a fait finalement changer votre pratique de votre création. Oui, exactement. Et donc cette première histoire de créer des histoires à partir de la nature et des éléments de la nature et des couleurs, et telle couleur correspond à tel insecte, etc. Ça m'a complètement amené à me dire, je vais me baisser, je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Et un jour, je suis au Japon, à côté de Gifu, à l'ouest de Tokyo, et je trouve cette ferme qui produit des pigments d'indigo. Donc l'indigo est une plante qui est cultivée, qui est séchée, et elle est transformée en pigments par la suite. Et c'est une matière première incroyable parce que je fais ce que je veux de la couleur, en fait, en la fonçant, en l'éclaircissant, en diluant plus ou moins. Voilà. Et ça, c'est venu grâce à cette histoire. Il y a eu aussi d'autres histoires qui ont impacté mon travail, bien sûr, et ce que je suis aujourd'hui, et qui a un rapport avec l'Asie aussi, c'est le tremblement de terre de mars 2011. J'habite au Japon à cette époque-là, et je ne suis pas à Tokyo le 11 mars 2011. Je suis en voyage en Thaïlande avec mes 2 petits garçons. Et ma petite fille est restée à Tokyo, gardée par une nounou. L'événement arrive, grand mouvement de panique. On ne peut pas rentrer à Tokyo parce que les vols étaient coupés. Tout un périple pour pouvoir récupérer ma fille. Et finalement, je la récupère, je rentre à Tokyo, dans un Tokyo qui avait complètement changé. C'est comme si la pluie n'était que des larmes.
et que la ville était grise, cette ville remplie de panneaux, d'idéogrammes, de pubs. Cette ville était grise, elle était sombre. En plus, il y avait beaucoup de répliques, il n'y avait personne dans les rues, les gens avaient peur des retombées radioactives. Mais voilà, donc on se retrouve dans un Tokyo sombre, avec quelques copains, parce que beaucoup avaient quitté Tokyo. On sent que l'ambiance est très, très lourde, très plombée. Il y a peu de personnes dehors, on se couche tôt, on se réveille tôt. Et j'ai une peinture à cette époque-là qui est de cette couleur-là, en fait. Et l'histoire de ce qui s'est passé, ce que le Japon a vécu à cette période-là, elle est complètement retranscrite dans quelque chose de très brut, parce que c'était assez violent, les répliques aussi après. Et c'est complètement calqué sur cette histoire-là. Donc des histoires vécues, des histoires entendues, des histoires découvertes. Quelles histoires encore ont pu nourrir votre imaginaire ? J'ai beaucoup regardé la peinture aussi autour de moi, et il y a beaucoup d'œuvres autobiographiques qui m'ont influencé. Bien sûr, beaucoup de livres écrits sur Pierre Soulages, parce que c'est un de mes maîtres, quelque part. Et il y a un travail de la lumière qui n'est pas exactement le même, parce que le mien essaye de venir du fond du tableau. Et souvent, chez Pierre Soulages, la lumière s'accroche sur le devant du tableau. Mais l'histoire de ce monsieur que je respecte beaucoup, et sans avoir, comparé aux histoires de Jules Verne dont je parlais tout à l'heure, sans avoir une vie trépidante, il y a une quête dans le travail, il y a une quête de la différence et justement de pouvoir chercher la lumière. Voilà, il y a une biographie que j'adore qui est Passagère du silence de Fabienne Verdier, où je me retrouve le début du livre commence par son voyage jusqu'en Chine, ensuite la découverte de la calligraphie. C'est intéressant parce que je voyais beaucoup de choses, il y avait des endroits où j'ai été. J'ai retrouvé cette histoire de ces tribus Miaou qui utilisent la couleur, la lumière là-bas, le côté noir sur papier blanc de la calligraphie que j'utilise dans mon travail. Mais ce récit Passagère du silence m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup influencé, m'a apporté une lumière, encore une fois, sur la persévérance aussi, sur la lenteur, parce qu'elle passe énormément de temps dans cette université où elle apprend le chinois, les caractères, la calligraphie. Et à un moment, on se dit, mais elle va devenir folle. Et elle tient. Et j'ai dans mon travail, alors ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est que l'encre sur papier, c'est un peu comme la photo argentique, c'est-à-dire que quand l'encre se pose sur le papier, c'est fini, on peut pas retravailler, c'est pas de l'huile. Et parfois, avant de réussir et d'arriver à ce que je veux dans une pièce finale, j'ai 7 à 10 tentatives, entre guillemets, avant d'y arriver. Et c'est un peu l'histoire de Fabienne en Chine. C'est une quête de la persévérance, de la découverte aussi, parce qu'elle essaye de voyager dans une Chine où tout le monde est suspect, tout étranger est suspect. On lui demande ce qu'elle fait là, alors qu'elle vient regarder, dessiner. Et voilà, donc son récit, cette première partie de vie de Fabienne, et puis ce qu'elle vit aujourd'hui dans son atelier, où il y a toujours de la contemplation, plus pour la nature que pour le moment, ce que j'essaye de rendre moi. Mais oui, ça a été un ouvrage qui m'inspire toujours. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus en Asie, Nicolas, Non. Je crois que vous êtes au Portugal. Autre lumière ? Autre lumière, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve plein de liens avec ce que j'aime. Enfin, je l'ai pas choisi par hasard non plus, mais une lumière incroyable, donc qui me suit, l'océan qui est là, et puis la notion de voyage encore, parce que mon atelier est pas très loin du quartier de Belém, où est parti Vasco de Gama pour des explorations. Donc je retrouve des choses du voyage en étant là-bas. Est-ce que l'océan nourrit cet imaginaire, Oui, parce que en fait, on se retrouve un peu comme Vasco de Gama à l'époque, où on regarde l'immensité de l'océan et on se dit ça va jusqu'où ? Et je vais où ? Et je me pose des questions. Je fais quoi ? Et donc il y a cet effet de profondeur que j'essaye de garder, cet effet de lumière qui est là parce qu'il y a une lumière fantastique dans cette ville.
Et puis la couleur et les lignes. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour la ligne droite horizontale. Et l'horizontale est quelque chose qui me met à l'aise, en fait. C'est bizarrement. Qu'est-ce que ça vous raconte, l'horizontale? La fuite, l'horizon, non, le rêve, et puis l'espoir. Et quand je parlais tout à l'heure d'un homme qui veut découvrir le monde et qui regarde cette ligne, c'est une page blanche pour raconter des histoires, en fait, et qu'elles soient écrites ou qu'elles soient peintes, qu'elles soient dessinées, qu'elles soient chantées. Ma mère a retrouvé récemment des dessins que j'avais faits quand j'étais petit, vers 5 ans, à l'époque où vous faites des bonshommes un peu simplifiés et des maisons carrées, triangles pour faire le toit. Et moi, je faisais des lignes horizontales, ça ressemblait à des tableaux, j'avais des dessins qui étaient un peu comme des tableaux. Et elle me dit, aujourd'hui, je comprends en plus ce que tu racontes dans tes encres. Et voilà, donc ce rapport à l'horizontale, je pense que c'est principalement l'horizon et d'essayer d'aller de l'avant, d'aller voir plus loin. Et l'océan vous l'apporte. Et l'océan me l'apporte et je m'y sens étrangement bien, en fait. Je me baigne toute l'année. Il y a un apaisement. J'ai pas besoin de l'apaisement parce que j'ai pas une vie stressante. J'ai pas un boss qui me hurle dessus, mais il y a un appel de la mer. Ouais, est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'aller plus profond, de descendre? Je pense que c'est assez introspectif aussi. C'est une espèce de dialogue avec la mer. Quand je la regarde, voilà, elle me parle. Il y a les histoires lues, il y a les histoires qu'on se raconte, celles qui viennent à vous et qui jalonnent votre vie et qui deviennent des anecdotes que vous racontez au fur et à mesure, mais qui vous servent. Et moi, je suis ravi d'avoir lu ces histoires, d'avoir vécu ces histoires, d'avoir ouvert des chapitres, parce que l'Asie, par exemple, m'en a ouvert un. L'Europe m'en réouvre un deuxième aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant aussi par les histoires, localement, de comprendre un peu la culture, les réactions aussi des gens, ce qui a été important au Japon. Et Tanizaki, dont on parlait tout à l'heure, il y a des livres qui sont incroyables. Je parlais l'autre jour de Journal d'un vieux fou, qui est extrêmement moderne comme histoire, pourtant écrite au début du siècle dernier, et on a l'impression que c'est écrit comme un scénario de film. C'est vraiment incroyable. Et donc dans ces œuvres portugaises que vous commencez à découvrir, est-ce que vous y voyez déjà une influence sur votre travail? Pas trop encore, parce que généralement j'ai besoin d'une phase pas de décompression, mais d'analyse un peu longue. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai quitté le Japon et que je suis parti m'installer à Hong Kong, j'ai mis 1 an avant d'avoir un ressenti sur cette ville, de comprendre des choses, donc il y a toujours, là ça fait 3 ans que je suis au Portugal, c'est un peu long. Non, la transformation, elle se passe plus au niveau des personnes que j'ai rencontrées. Dans ce travail dont je parlais tout à l'heure de self-archaeology, toutes les histoires et les écrits que je mets dans ces enveloppes en tissu, je les fais sceller par des brodeuses portugaises qui travaillent dans la campagne à côté de Lisbonne. Donc je fais des motifs, je dessine des motifs, et puis elles font les broderies avec des petits sequins, des perles, etc. Et c'est au travers du travail de ces femmes, de leur environnement, de leurs filles qui me traduisent leurs histoires, parce que je parle pas bien portugais un petit peu, mais je comprends pas toutes les subtilités encore. Donc aujourd'hui, c'est plus dans les histoires que me racontent ces femmes, des crises qu'a traversé le Portugal, que je comprends des choses et que ça m'influence, et j'essaye d'incorporer en fait ces histoires, leur travail dans les œuvres. Dans vos œuvres, ouais. Tisser avec elles. Exactement, ouais. J'aime bien cette co-création presque. Ouais.
qu'il y a des personnages qui vous ont marqué particulièrement? Mon grand-père, c'est très personnel. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Christian Bobin, qui a une plume assez incroyable, et je viens à parler de lui parce que il a écrit un livre qui s'appelle Pierre, sur Pierre Soulages, et c'est un ouvrage vraiment intéressant parce que c'est une autre façon d'aborder le travail de Pierre Soulages, de comprendre le personnage, ouais, le monsieur, et c'est plus un écrivain qu'un personnage, mais il y a une façon d'écrire directe, un peu comme la peinture de Pierre Soulages, et j'aime bien cette écriture directe, franche, d'une amitié. Après, dans des personnages publics, en fait, je vais partir vers la musique à nouveau. La fin de mon adolescence, j'écoutais beaucoup de rock indépendant. J'étais un fan, moi, à l'époque, de Radiohead et de Thom Yorke, et surtout plus du personnage de Thom Yorke. Et je fais le parallèle avec son travail et avec son personnage parce que je ressens, en fait, ces choses montrées, ces choses cachées, ces histoires personnelles. Il y a une chanson qui s'appelle Everything in its Right Place, et c'est drôle parce que ce sont des chansons qui racontent des histoires qui me parlaient complètement. Donc dans Everything in its Right Place, c'est exactement comment je procède quand j'attaque une encre. Je sais exactement où les choses vont aller, je sais exactement où sont les outils, et c'est la musique que j'écoute quand je peins, avec beaucoup de musique de film, de musique électronique aussi. Et ce personnage me fascine, en fait. C'était un génie de la musique pour moi. Il y a toujours eu des parts de cacher, des parts de montrer, et une constante évolution dans son travail. Donc c'est quelqu'un que j'admire quelque part parce que beaucoup d'histoires, beaucoup d'univers différents, beaucoup de plongées, de mise en abîme, beaucoup de lumière parfois, et puis un renouvellement assez incroyable entre ce que faisait ce garçon au début et ce qu'il fait maintenant. Voilà. Donc là on vient sur des terrains un peu plus récents, mais c'est un univers qui est un peu le mien en fait. Nicolas, merci beaucoup. C'est moi, merci. Un éclairage de tout votre parcours, de votre création. Merci Nicolas. Merci Sophie. Awali, vous venez d'écouter Nicolas Lefebvre. Comment ces mots résonnent en vous? Avec beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière, même au-delà de son récit, dans sa voix, dans son être. Je l'entends, je ne sais pas si on entend la lumière, mais je l'entends, je l'aperçois. Et on est en plein dans ce dont on parlait avec quelques instants. C'est aussi très intéressant de voir comment la lumière est perçue par chacun d'entre nous. Elle est perçue justement de manière très différente selon son vécu. Il a parlé de l'éloge de l'ombre. Alors je ne l'ai pas lu ce livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est pour ça que ça m'a fait sourire au début, parce que je dis, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Ça veut vraiment dire que je dois le lire, sûrement. Et que oui, la vie est faite de ça. On parlait de ces ombres et de basses vibrations. C'est pas qu'elles ne doivent pas exister, bien sûr, mais d'abord, si elles n'existaient pas, il n'y aurait pas de lumière non plus, ou pas en tant que telle. Il y a beaucoup de points communs. La mer, quand il parle de la mer, moi j'aime beaucoup l'eau. C'est un élément qui est très important pour moi. Et là d'ailleurs, pendant que j'étais à Saint-Louis, j'ai navigué pour la première fois le fleuve Sénégal, et j'ai été jusqu'à l'océan, là vraiment où se mélangent les deux eaux. La magie était là, et même, je dirais plus, la magie, elle opère justement lorsque l'âme agit. Un autre point que j'ai retenu, quand il a parlé de son grand-père, mais qu'il n'a pas été plus loin, là aussi, je comprends. Merci beaucoup.